Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique chaque semaine avec Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Aujourd'hui, comme chaque semaine, je vous invite à nous rejoindre sur Getter. On y anime le plus d'immédiats, une séquence de 3 minutes en exclusivité sur cette plateforme qui est pro-liberté d'expression et anti-GAFAM. Au sommaire aujourd'hui, on a notre image de la semaine déjà, qui est la cérémonie des Bobards d'Or 2022. Une diffusion très prochaine est attendue et avec un podium bien sûr très prestigieux. Donc revenez avec nous sur ce moment satirique où les médias en prennent pour leur grade pour toute l'année. Ensuite, en premier sujet de la semaine, nous avons Macron qui ressort grandi de son voyage en Russie. C'est du moins ce que les médias français laissent penser. Eh bien, on va retourner sur cette humiliation internationale. On passera ensuite à notre revue de presse hebdomadaire, comme chaque semaine, avant de passer sur l'audition de Drahi par le Sénat. Il revient notamment sur son rachat de BFM TV et de Libération. Apprenez-en plus sur le dessous des cartes médiatiques, ou plutôt sur ceux qui distribuent les cartes. Immédiat numéro 382, c'est parti. Notre image de la semaine, Jean-Yves, elle peut paraître un petit peu narcissique, c'est celle de la 13e cérémonie des Bobards d'Or qui s'est déroulée lundi dernier, dont vous êtes le principal organisateur et dont j'ai eu la choix d'être le présentateur. Alors c'est une cérémonie satirique qui vise à récompenser les meilleurs journalistes qui ont menti durant l'année, bien sûr en faveur du politiquement correct. La grande gagnante du trophée du Bobard d'Or 2022, c'est Lise Vogel, une nouvelle recrue du service fact-checking de France Info, qui a réalisé un exploit incroyable cette année. Ah, c'est un vrai conte de fées pour cette jeune femme. Elle rentre en septembre dans le service de fact-checking de France Info. Elle communique sur les réseaux sociaux en se photographiant au milieu de l'équipe. C'est le bonheur absolu. 3 semaines plus tard, elle réalise un reportage, une étude pour expliquer que le grand remplacement n'existe pas. Un grand classique, Jean-Yves. Un grand classique sur 100 villes pour lequel la population a considérablement changé. Les enfants d'immigrés sont de plus en plus nombreux. Il y a 100 villes qui vont dans ce sens. Il y en a 2 qui vont dans l'autre sens, où il y en a un petit peu moins. Et patatrac, elle met en avant ces 2 villes-là. Extraordinaire Bobard, elle est sélectionnée et le public l'élu Bobard d'Or. Elle a à peine plus de 20 ans. Moi, je lui promets une carrière formidable, cette jeune femme. Formidable. On commence sur les chapeaux de roue. On a également sur le podium Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, et Gilbert de Rais, aussi appelé Gilles de Rais pendant cette cérémonie. Oui. Deux grands Bobardeurs cette année aussi. 2 grands Bobardeurs. Alors, Gilbert de Gilles de Rais, il veut vacciner les enfants absolument à tout prix, et pour ça il a raconté des bobards absolument incroyables sur les centaines d'enfants qui seraient en réanimation à cause du Covid, ce qui est faux, sur le fait que la moitié de la planète vaccinait les enfants, ce qui est faux, et sur le fait que l'IRM du cerveau des enfants ayant attrapé le Covid évoquait l'IRM des malades des cerveaux Alzheimer. Tout est faux. Mais il continue d'être invité. Voilà. Bon, alors il a son bobard de bronze, et Madame Ernotte a son bobard, la patronne de France Télévisions, qui nous explique que le service public, c'est le pluralisme à l'état pur. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors elle doit être satisfaite, Madame Ernotte, quand même, parce que tout de même, sur 3 titulaires des bobards, oui, il y a bien sûr un vieux mâle blanc de plus de 50 ans qui est le professeur de Rais, mais il y a quand même 2 femmes, donc Madame Ernotte et puis Lise Vogel. Je pense que Madame Ernotte devrait se méfier de Lise Vogel parce qu'elle est vraiment très prometteuse. Ah c'est la nouvelle génération qui va remplacer l'ancienne, oui, Jean-Yves. Ça c'est Alors, sûr. Quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver cette cérémonie en diffusion pour ceux qui n'y ont pas assisté dans le théâtre du Gymnase? On va la retrouver sur le site des Bobards d'Or et sur le site de Polébia assez vite, et dans une forme plus belle encore
sur TV Liberté à partir de jeudi prochain, 15h. Pas ce jeudi-ci, jeudi prochain, 15h. On y reviendra la semaine prochaine. Le 17 février. Alors. Le 17 février. 17 février à 15h, ne ratez pas ça. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, Macron en Russie et la France qui en ressort humiliée. Emmanuel Macron s'est rendu en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine au sujet des tensions grandissantes à la frontière ukrainienne. Je vous laisse regarder les images de son accueil pour le moins minimaliste. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have good trip? Very good. Сейчас, здрасте, сейчас поставить это самое. Стульчики поставьте для переводчиков. Да. Sit down, please. Macron qui voulait s'imposer en médiateur du conflit, eh bien, cette image, la presse française a bien consenti à lui prêter, en tout cas. On a un article, par exemple, de France 24 qui explique que Poutine promet qu'il fera tout pour trouver des compromis et éviter une escalade militaire dans le conflit russo-ukrainien, assurant que ni lui ni Macron ne veulent d'une guerre Russie-OTAN. Le président russe Vladimir Poutine a reçu Emmanuel Macron, estimant que les discussions ont été utiles. L'Obs qui en rajoute, en citant Poutine, certaines de ses idées, de ses propositions sont possibles pour jeter les bases d'avancées communes. Emmanuel Macron a déclaré avoir proposé à Vladimir Poutine de bâtir des garanties concrètes de sécurité. Et il raconte ensuite « Le président Poutine m'a assuré de sa disponibilité à s'engager dans cette logique et de sa volonté à maintenir la stabilité et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. » Alors pour BFM, c'est Emmanuel Macron qui déclare qu'il est encore temps de préserver la paix. France Info qui en rajoute « Pas d'accueil officiel ni de poignée de main. L'arrivée d'Emmanuel Macron est à l'image du face-à-face, discret et strict. Le président français intervient comme médiateur. » Jean-Yves, la part, il a une bonne part finalement dans les journaux français, Emmanuel Macron. Alors, en fait, il a une bonne part dans les journaux français, mais malheureusement, il n'y a que les journaux français pour voir cela ainsi. Par exemple, la une du New York Times, c'est « La Russie sort Macron de l'équation ». Dehors. La une de El País, le grand journal espagnol, la Russie dément l'Élysée et affirme que Paris n'est pas l'interlocuteur approprié. Et effectivement, il y a une dépêche du Kremlin qu'on peut retrouver, par exemple, sur Russia Today ou ailleurs. Monsieur Macron n'est pas notre interlocuteur. Comment pourrait-il l'être alors que la France ne joue pas de rôle significatif dans l'OTAN? Bon. Ouais. En clair, les Russes ils veulent bien travailler avec les patrons, c'est-à-dire les Américains, mais pas avec le garçon de course qui est Macron, en fait. Mais qui n'a pas de pouvoir décisionnel dans ce conflit, tout simplement. Alors, bon, on peut se poser la question du pourquoi de ce voyage et pourquoi Poutine l'a reçu, encore une fois, de manière un peu glaciale et extrêmement froide. Vous pouvez revenir un petit peu sur ces images, quand même, parce que c'est assez hallucinant de recevoir une délégation étrangère comme ça, recevoir un président de la République comme ça à l'étranger. Il n'est pas accueilli à l'aéroport. C'est choquant. Il n'est pas accueilli à l'entrée du lieu de la réception. Il n'est pas accueilli à l'entrée de la porte de la salle de travail. C'est difficile. Alors en fait, Macron... La diplomatie française dans cette affaire n'avait aucune marge de manœuvre. L'ambassadeur de France en Russie, il avait pour mission d'obtenir à tout prix cette rencontre. Alors après, il n'a pas le moyen de dire il faudrait que ça se passe de telle ou telle manière. Voilà. Tout simplement parce que Macron fait une opération de campagne électorale. Ça n'a rigoureusement, son déplacement n'aura absolument aucune conséquence sur ce qui se passera ou ce qui ne se passera pas
entre la Russie et l'Ukraine dans les semaines et les mois qui viennent, mais ça a permis aux médias deux choses finalement, de présenter Macron sous un jour favorable et d'en rajouter Très une favorable couche. en France et pas du tout favorable à l'étranger, Voilà, comme vous et l'avez d'en dit. rajouter une couche sur le méchant Poutine. Voilà. Donc c'est une opération de propagande. Voilà. D'accord. Par campagne électorale, qu'est-ce que vous entendez par ça ? Bah, si vous voulez, d'abord, deux avantages. Il explique qu'il ne peut pas rentrer en campagne parce que d'abord, il a le Covid sur les épaules. Et puis, comme le Covid sort un peu de l'actualité, là, il ne peut pas rentrer en campagne électorale parce qu'il maintient la paix en Europe. Voilà. Ah oui. Donc, C'est du théâtre, quoi. c'est du théâtre. D'accord. Bah, faut pas oublier une chose qu'on oublie trop souvent. Oui. C'est que M. Macron a commencé en faisant du théâtre. C'est même ainsi, je crois, qu'il a rencontré Brigitte Macron, Brigitte Trogneux. Et donc, le théâtre, c'est fondateur. C'est fondateur dans sa construction, finalement. Il est pas mauvais. Hein. Mais d'ailleurs, Lui aussi mériterait un Molière. Il n'y a pas que Marine Le Pen qui mériterait un Molière. il se surpasse, tous les candidats. Lui aussi mériterait un Molière. Pré-candidats se surpassent. Alors, Poutine a ironisé sur le temps pris par Macron. Il me torture depuis 6 heures lors de la conférence de presse jointe. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un des nombreux revers qu'a essuyé la France cette semaine en matière diplomatique, parce que c'est pas le seul événement, Jean-Yves. On a également, par exemple, la Suisse qui a été assez froissée par les déclarations de Nathalie Loiseau, justement. La France ne devrait pas être une grosse Suisse molle avec la Russie concernant l'Ukraine, justement. Ou encore avec l'Autriche. Darmanin assure que toute l'Union européenne a un accord informel pour accueillir les migrants. Puis l'Autriche qui, comme le Kremlin, dément officiellement l'information en disant non, c'est pas du tout vrai, nous, on n'a rien signé là-dessus, quoi. Alors, ça appelle plusieurs commentaires. D'abord, on constate que Macron n'emmerde pas seulement que les Français, il emmerde aussi les étrangers. Je crois que cette activité, cette manière de traiter est un élément quand même assez grave qui déconsidère notre pays. Voilà. Et je pense que Macron, c'est l'humiliation de la France sur la scène internationale. Ça a été l'humiliation en Russie. C'est l'humiliation quand l'ambassadeur de Suisse en France est obligé de faire un recadrage de la représentante de la République En Marche. Par communiqué et sur Twitter, il me semble. Par communiqué et sur Twitter. C'est l'humiliation, ça a été l'humiliation dans l'affaire des sous-marins dont la vente à l'Australie a été annulée. Vraiment, Macron, c'est l'humiliation. Macron, c'est l'humiliation de la France. Alors, évidemment, il est présenté dans nos médias comme un Mozart de la diplomatie. Tu parles, même en grosse caisse, il n'est pas bon du tout. C'est pas le Mozart de la diplomatie. C'est peut-être le Beethoven de la propagande. On commence cette revue de presse sur les chapeaux de roue avec une séance de BFM TV très tendue entre Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin. Je vous laisse regarder et écouter. Est-ce que sur les questions de sécurité, vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard? Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à 3 mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça, c'est terrible. Parce que vous ne dites pas non plus. Mais je vois pas le rapport. La baisse. Est-ce que vous me laissez parler, madame? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Alors, là, il est formidable, Darmanin. Il dit bien la manière dont il considère les médias. Sur CNews, il n'est pas chez lui. On peut avoir le droit de lui poser des questions. Pas trop téléphoner à l'avance. Mais sur BFM, quand même, on s'attend à mieux. On ne pose pas des questions gênantes à un ministre. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le monde à l'envers. Il est franchement indigné. C'est vrai qu'avec Bourdin, ça se serait sûrement mieux passé. Parce que Bourdin, c'était la grande gueule avec les opposants et quand même beaucoup plus sympa avec les ministres. Ben là, Apolline de Malherbe a fait son métier, hein, mais enfin, c'est bien. Oui, puis surtout, c'est les chiffres du ministère qu'elle ressort. Oui, voilà, c'est les chiffres. Et les chiffres, il faut bien comprendre que les chiffres les plus réels
dans ceux publiés par le ministère de l'Intérieur, c'est ceux des agressions, des violences physiques. Parce que la violence physique, elle amène presque toujours une déclaration, alors qu'il y a beaucoup d'autres faits où il y a de la sous-déclaration, notamment, par exemple, une plainte pour un cambriolage, ça peut être déclassé en plainte pour dégradation, où il y a de la manipulation statistique plus facile, ce qui permet de présenter des chiffres meilleurs. Par contre, sur les violences, les agressions physiques, les violences physiques, c'est plus difficile. En tout cas, on voit bien que le gouvernement a ses médias de choix, et c'est peut-être pour ça qu'on retrouve jamais finalement un porte-parole du gouvernement ou un ministre sur les bancs de CNews. En tout cas, je vous laisse regarder le reste de cette séquence où le débat devient très houleux. Bon, Et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer Non mais vous l'inverse. vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non hein. mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de Je vous demande 30%. pardon. Ça va Je bien vous se demande passer, il va bien se passer. Non, mais Il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer madame, vous allez voir. Mais Il y a c'est quoi le 30%, problème il y a 30% de baisse sur les biens. Moi j'en ai marre des discours populistes toute Mon la discours journée. populiste, ce sont vos chiffres, Mais ils non, sont mais- tirés du site du ministère de Vous l'Intérieur. n'évoquez même pas la baisse des biens. Là, cette scène, elle met mal à l'aise. Parce que il se conduit, Darmanin, il se conduit comme un goujat. Il se conduit comme un goujat. Vraiment, cette manière de traiter ce ton conciliant... Ça va bien se passer, Ça madame. va bien se passer, c'est... Vraiment, ça met mal à l'aise, surtout quand on connaît quand même les arrière-plans de ce personnage. Un groupe c'est- passif de harcèlement Oui, sexuel. c'est pas etc. reluisant. Hein, c'est pas reluisant. Elle résiste bien. Honnêtement, là. J'ai trouvé sa réponse, honnêtement, Apolline de Malherbe, c'est pas non plus la journaliste qui est la plus grande lionne de l'arène, on va dire. Non. Elle Elle se défend bien, Elle est et- assez politiquement correcte, mais là, elle se défend Et bien. on voit voilà. qu'elle met Darmanin mal à l'aise, qu'il Oui. est gêné, et que c'est pour ça qu'il balbutie un peu. Oui. Non mais ça va bien se passer, il sait pas quoi répondre, quoi. Et Apolline de Malherbe, pose, Pour une fois que elle l'a impressionné, quoi. nous donnons quand même Bien sûr, mais il un faut... bon crédit à une journaliste plutôt politiquement correcte, mais il faut savoir reconnaître les choses. Mais alors, je vais vous lire quelques tweets. Joe Zimmerman qui explique sur Twitter, qui fait la petite traduction satirique de Darmanin. Normalement, sur BFM TV, les journalistes sont nos amis et ne critiquent jamais l'inaction du gouvernement. Et puis Marion Moore, une journaliste au Figaro, qui explique « Les journalistes sont-ils là pour flatter le bilan d'un ministre et servir de paillasson ? Non, Apolline a eu les bons mots. » Je vous laisse quand même regarder une autre séquence de cette semaine. Alors, coïncidence, il y a eu un autre moment marquant sur les antennes la semaine dernière qui concernait Apolline de Malherbe. C'était lorsqu'elle interviewait Patrick Balkany chez lui. Je ne vais pas emprunter de l'argent. Vous devez à mon encore âge. combien? Je préfère pas vous en parler. Je préfère pas vous le dire. Tu veux t'arrêter là? T'es sous une montagne de dettes. Montagne, c'est... On ne sait pas aujourd'hui, ça dépend. C'est entre... Je ne sais pas si c'est 10, si c'est 15 millions. Hein. Alors, je remets les choses dans leur contexte. Apolline de Malherbe, pensant que l'entretien serait monté avant d'être diffusé par la chaîne, s'est permis de casser la distance entre elle et Balkany en le tutoyant finalement. Et on voit ce décalage entre le on et le off, comme ils disent les journalistes. Parce que ce qui est dit publiquement au nom de quelqu'un et ce qui est dit en privé dans les coulisses à demi-mot. Voilà, alors c'est intéressant parce qu'effectivement Balkany ne veut pas dire qu'il doit 10 à 15 millions, alors on n'est pas à 5 millions près hein, quand même, bon, Lui non plus. visiblement. entre 10 et 15 millions, ce qui est quand même pas une somme négligeable, mais il le dit en privé, en off, sachant d'ailleurs que ça peut peut-être sortir d'une autre manière, mais pas dans sa bouche, mais comme une information. Et on voit aussi que la distance n'est pas la même dans l'interview, où on est dans le vouvoiement, et dans ce qui est censé être hors antenne, où on passe au tutoiement, ce qui montre quand même une certaine proximité entre la classe politique et la classe médiatique. Voilà. Alors, oui, mais... En même temps, comme dirait Camus, de l'évolution vers la généralisation de la civilisation du prénom et en l'occurrence là du tutoiement. Oui, Voilà. exactement. Donc Camus
Camus pourrait, visionnaire, peut-être, encore pourrait une fois, effectivement avoir une interprétation à la fois grammaticale et civilisationnelle, indépendamment de l'interprétation politico-médiatique qu'on peut avoir. Mais alors, ce qui est tout de même, ce qu'on pourrait vous rétorquer finalement, Jean-Yves, c'est que s'ils se connaissent et que justement elle adopte le vouvoiement à l'antenne, c'est qu'elle fait son travail de journaliste en mettant la distance. C'est Oui, c'est vrai. Le verre à moitié vide ou à moitié plein, C'est vrai, évidemment. c'est vrai. Oui, oui. Un petit peu difficile à décrypter cette séquence, mais en tout cas sur les C'est réseaux. vrai. D'ailleurs, si on est tout Oui. à fait honnête, il nous arrive des fois de continuer à parler entre nous, filmé, Sur le plateau, et et c'est puis pas, coupé c'est au pas mis à montage, l'antenne, parce qu'en l'occurrence, ça n'a pas lieu de l'être. Voilà. Mais c'est tout de même, Faut- c'est peut-être pas à charge, mais c'est intéressant quand même de Voilà, regarder ces moments-là. c'est intéressant, c'est intéressant de voir la fabrique au fond de l'information. La fabrique de l'information. Alors, tout de même, cette séquence a fait réagir sur les réseaux sociaux. CGTR explique « La collusion média-politique n'est pas une vue de l'esprit du journalisme vite. Niels Wilk, qui est lui-même journaliste, tu veux t'arrêter là ?» demande Apolline de Malherbe à Patrick Balkany. Persuadé que l'interview serait montée, hélas pour les présentatrices, les propos ont été diffusés en intégralité. Et puis, Diès Philippe, comme la roue en foire, le journalisme complaisant, décadent, si cela est encore du journalisme. Et justement, du journalisme et la fabrique de l'information, on va en reparler, parce que les choix de sujets des journalistes français laissent songeurs, rêveurs même parfois, alors que les crises, les désastres sociaux, économiques, sécuritaires et diplomatiques, comme on l'a vu, se multiplient en France toutes les semaines, pardonnez-moi le lieu commun, les journalistes ont opté pour une forte séquence émotion cette semaine en choisissant de titrer sur la mort d'un enfant au Maroc, le petit Ryan, et on regarde tout de suite un extrait de BFM TV à ce sujet. Son sort, son histoire a passionné les médias du monde entier au fil des jours. Au Maroc, donc, on l'a appris il y a quelques minutes, Ryan, 5 ans, est décédé 5 jours après sa chute dans un puits à 32 mètres de profondeur. On va d'abord revenir sur les dernières informations et les dernières images. Elles sont commentées par Thibaut Cheminant avant de se rendre sur place. Mort du petit Ryan au Maroc, de l'espoir d'un sauvetage au dénouement tragique, 4 jours qui ont ému le royaume et le monde. C'est une information qui a été reprise pendant des jours, à la fois à la télévision, à la radio et dans la presse papier. Jean-Yves, on peut dire que c'est un événement qui a fait la une. Alors, la mort d'un enfant est toujours quelque chose d'émouvant. Et donc, on peut comprendre cela. Bon, ceci étant, si on prend un peu de distance, on voit qu'il y a quand même un traitement tout à fait étonnant de l'information, puisqu'on envoie une équipe filmer au Maroc un événement, bien sûr, tout à fait triste, sachant quand même qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin. En France, il meurt presque un enfant par jour dans un accident de la vie courante, et presque un enfant par jour dans un accident de la circulation routière. Donc des drames, nous en avons, je veux dire, à la maison, malheureusement. Alors là, le traitement de l'info, évidemment, il y a plein d'éléments intéressants. Du point de vue, encore une fois, commercial ou politique. Bon, d'abord, il y a un petit côté exotique. Ça se passe au Maroc. C'est la chute dans un puits. C'est une des destinations touristiques les favorites des Français. C'est la chute dans un puits. Ça permet de feuilletonner, de feuilletoniser l'information, puisque ça dure plusieurs jours. Il y a évidemment l'émotion. Il n'y a pas une grande recherche à faire, donc on peut être flemmard et parler du sujet. Et puis il y a le côté un peu fumigène. Pendant qu'on parle de ça, on n'aborde pas des questions plus fondamentales. Ce que je vais dire est terrible, et je ne voudrais pas qu'on puisse me le reprocher, mais quelque part, c'est une info très triste, mais c'est aussi une info divertissement. Voilà. Divertir au sens d'on parle quelque chose qui peut intéresser les gens, on émeut, les ça faire fait penser à vendre. autre chose, etc. Même si c'est tragique, et peut-être surtout parce que c'est tragique. Alors c'est peut-être un outil politique dans le sens aussi où ça peut peut-être permettre aux médias d'occulter certaines informations nationales, comme des
des faits divers absolument macabres en France liés, par exemple, à l'immigration, etc. On en a tous les jours. Des morts d'enfants dans des circonstances diverses, dans des feux, etc. Ça arrive tous les jours en France aussi. Les meurtres en France, on n'en a pas parlé, c'est 3 par jour. Oui. C'est ce qu'on appelait avant, avec un certain mépris, notamment pour la PQR, la presse quotidienne régionale, la rubrique des chiens écrasés. Voilà. Mais là, effectivement, on va chercher une affaire triste au Maroc. Ça évite de parler d'autres sujets, bien sûr. Et il y a une autre chose que vous n'avez peut-être pas mentionnée, c'est aussi le côté instantanéité de l'info, c'est-à-dire que les journalistes ne prennent pas trop le temps d'étudier des dossiers, surtout les chaînes d'information en continu, qui n'ont pas le temps de travailler leurs dossiers, etc. Et donc, ils reprennent un petit peu ce que reprend la presse mondiale, peut-être par dépit et manque de travail et manque de temps. Alors, les chaînes d'infos en continu, elles ont effectivement besoin de produire beaucoup et d'avoir en permanence des gens qui regardent. Mais ça a été traité aussi sur les grands médias de grand chemin, c'est-à-dire les journaux télévisés. C'est pas resté uniquement sur les chaînes d'infos en continu. Alors j'aimerais vous parler un instant de Jean-Michel Apathy, vous le connaissez tous, c'est un habitué des services d'immédiat qui n'a de cesse d'afficher... Un abonné, un de nos meilleurs abonnés. Ah mais oui, j'espère qu'il regarde nos émissions parce que... abonnez-vous aussi à la chaîne Immédiat TV Liberté. C'est un habitué donc des services d'immédiat, et il n'a pas de cesse d'afficher sa haine de la France à la télévision, son mépris des Français bien sûr à la même occasion. Et alors on l'écoute un petit peu sur BFM, il parle des électeurs de Zemmour. Dire qu'Éric Zemmour et les gens qui sont autour de lui, c'est une expression communautariste, ça me semble assez juste aussi. Ça exclut toute diversité, c'est vraiment les Français de chez les Français qui puent un peu les pieds, on reste entre nous. Donc ça n'est pas mal vu. En revanche... Les électeurs de Zemmour, c'est des Français qui puent un petit peu des pieds. Oui, alors il y va carrément. Les électeurs de Zemmour, c'est effectivement les Français qui puent des pieds. Les Français de chez Français. Les Français de chez Français, monsieur, qui puent des pieds. Vous dites ça sur une autre catégorie ethnique, qu'elle a des mauvaises odeurs. Jacques Chirac pouvait se le permettre, mais, mais aujourd'hui, les temps ont changé. Se permettre, quoi. Mais là, Apathy, c'est bon, il n'y a pas de souci. Là, il s'agit de taper sur les Français. En plus, les Français qui pensent mal. Voilà, c'est parti. On le connaît aussi pour ses prises de position sur l'histoire de France, notamment l'histoire coloniale. Bugeaud, l'assassin, Jean-Michel Apathy veut que la France demande pardon aux Algériens pour les crimes commis pendant la colonisation. Si je suis élu président, je raserai le château de Versailles, disait-il en 2016. Finalement, c'est des propos qui sont toujours acceptés sur les plateaux. Oui. Là, on voit d'ailleurs une journaliste ou une éditorialiste en fond qui se marre un peu. Oui. C'est drôle. Quel fin trait d'esprit, Jean-Guy. Oui, c'est très subtil, très subtil. Donc c'est vraiment c'est une séquence télé assez rigolote. Alors quand même, on rappellera pour l'anecdote que Jean-Michel Apathy est venu sur le plateau de TV Liberté à l'invitation de Martial Bild dans le cadre d'un Zoom lorsqu'il a publié un livre. Ah oui, d'accord. Donc il a accepté l'invitation. Il a dû accepter, peut-être qu'il s'est bouché le nez avant, je ne sais pas. Ah oui, ça devait sacrément puer des pieds, en tout cas, voilà. dans le studio. Mediapart a publié une enquête sur les financements extrêmement suspicieux dont aurait joui Éric Dupond-Moretti quand il était avocat, dans l'indifférence générale. Eh bien, les seuls médias nationaux à avoir relayé l'affaire sont pour le moment Valeurs Actuelles et Libération. Alors, je me permets de vous lire un petit peu les coupures de presse. Le ministre de la Justice s'est offert en janvier 2013 un bolide de luxe italien dans un garage monégasque, une Maserati pour la modique somme de 95 000 €. Il aurait financé son carrosse cabriolet en partie grâce à 100 000 € virés sur le compte professionnel de son cabinet le 23 janvier 2013 par une société aux Seychelles, un fameux paradis fiscal, Jean-Yves. Et le ténor du barreau n'a travaillé ni pour cette société, ni pour l'homme qui la dirige, Jean-Pierre Nitkowski, qui a été reconnu coupable de l'orchestration d'une immense escroquerie boursière sur le schéma d'une pyramide de Ponzi, finalement. Et alors, à l'époque, l'affaire a été instruite par un juge d'instruction qui s'est dit, bon, c'est tout à fait légal, on ne va pas auditionner Éric Dupond-Moretti, et c'est passé un petit peu à la trappe, comme on dit, et ça ressort par Mediapart. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la Mediapart sort une affaire, qui quand même est...
est assez étrange, quoi, comme mode de rémunération d'un avocat. C'est moitié en liquide, moitié virement par les Seychelles. Enfin bon. Il y a une enquête qui est classée, apparemment, là, le parquet national financier, ils sont parfois plus vivaces, hein. Et dans les médias, effectivement, une petite brève dans l'IB, une petite brève dans Valeurs Actuelles, c'est pas relayé comme avait été, on s'en souvient, il y a 5 ans maintenant, l'histoire du costume offert à Fillon, quoi. Là, c'était matin, midi et soir, sur tous les médias de grand chemin. Donc il y a vraiment, il faut bien voir que dans le traitement de l'information, il y a à la fois ce qu'on minore et ce qu'on porte en avant, ce qu'on majore, quoi. Le traitement, vraiment, dans la désinformation ou dans la mésinformation, il y a la minoration, il y a l'occultation. Là, en l'occurrence, c'est pas une occultation. Il y a l'occultation, il y a la minoration, il y a la majoration. Évidemment, c'est pas le même prix pour tout le monde. Mais alors, une petite réaction peut-être sur le fait que ce soit Mediapart qui sorte l'information. Mediapart est souvent au cœur de scandales, on va dire, à droite, parce qu'ils choisissent très bien leur sujet, avec des œillères islamo-gauchistes, on va dire, un très fort parti pris militant, mais quand même, ce qu'on peut quand même leur reconnaître à eux et à Edoui Plenel, même si on peut être en désaccord avec lui, c'est que finalement, ils sont quand même efficaces pour sortir les dossiers, débusquer les affaires. C'est eux qui avaient publié, par exemple, les Panama Papers, l'affaire Guéant. Les Panama Papers, c'est très sélectionné, quoi. C'est-à-dire que... On en avait parlé. Oui, on en avait parlé. Dans l'ensemble des données, on crible celles qui sont politiquement intéressantes. Et Mediapart, c'est vrai que tout le monde est susceptible d'être sur la sellette par Mediapart, mais l'ampleur qui est donnée à une affaire ou à une information sortie par Mediapart diffère considérablement en fonction de l'orientation politique de la personne ciblée et des intérêts politiques du moment. Voilà. Bon, ce qui est quand même choquant, Jean-Yves, c'est que tout ça se passe dans l'indifférence. C'est quand même un scandale au cœur de l'État, au cœur du gouvernement. Oui. On passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine, l'audition de Drahi, qui, vous allez voir, est fort divertissante. Nous avions déjà couvert dans une émission précédente l'audition par une commission sénatoriale d'un grand magnat des médias, c'était Vincent Bolloré à l'époque, il y a à peu près 2 ou 3 semaines. Il y a une semaine, s'est déroulée l'audition de Patrick Drahi, qui est un autre grand propriétaire de médias, notamment d'Altis France, qui possède SFR Numéricable, donc plutôt dans la télécommunication, et également feu propriétaire donc de Libération, L'Express, BFM TV, etc. Donc, je vous propose donc il est encore propriétaire à travers SFR. Oui, à travers SFR, voilà. Qui appartient à Altis. Qui elle-même appartient à Altis. Oui, voilà. Mais ça, c'est les montages financiers. C'est les montages financiers, donc c'est vrai, c'est le vrai propriétaire, quoi, voilà. Mais on expliquera peut-être toutes ces magouilles et ces rachats à l'intérieur de ce groupe. On l'écoute tout de suite au sujet de sa reprise de Libération en 2014. J'ai sauvé Libération. Je ne me suis pas réveillé un matin en disant « Tiens, je vais me mettre dans les journaux ». Sûrement pas. J'ai racheté Libération au moment où cette entreprise avait besoin de 14 millions pour ne pas passer au tribunal de commerce, en faillite. Et moi, j'étais en train de faire un chèque de 14 milliards. Donc je me fais interviewer, je ne me souviens plus de son nom, par une journaliste de Libération, justement, qui dit « Monsieur Drahi, vous ne pourriez pas nous aider? Vous allez dépenser 14 milliards. Nous, on a besoin de 14 millions pour finir le trimestre. » Je la regarde, moi je calcule vite, vous savez, ça fait 1 pour 1000. C'est le gars qui s'achète, je ne sais pas, une paire de chaussures à 100 €. Il y a un gars dans la rue qui va pas bien, il a besoin de 10 centimes. Ouais, je lui dis, bah, ok, je vais voir je vais regarder le dossier. Le soir, j'appelle le gars, je dis, donne-moi le dossier. Et j'ai acheté ça. Quand j'ai racheté Libération, je ne savais même pas ce que j'allais en faire. Je savais que j'allais faire par plaisir à mes parents, parce que mes parents, ils sont profs de maths. Enfin, ils étaient profs de maths, donc vous imaginez pour qui ils votaient. Bon. Donc, moi, ça leur a fait plaisir, parce qu'ils disaient, mon fils, il est dans le business, il n'a pas réussi. Toute la famille est soit docteur, soit prof de maths. Bon, ok. Je rachète ce truc-là pour les... Non, mais c'est la vérité. Et là, je reçois des SMS de copains. Ah, Patrick, ça nous fait plaisir. Pour une fois, tu vas perdre de l'argent. Et là, ça me vexe quand on me dit ça. Je dis, comment je m'en sors? Bah, avec Libération, c'est impossible de m'en sortir. Cette scène est absolument grandiose. Ça révèle un peu l'opinion que M. Drahi se fait des journalistes qui sont ses employés, parce qu'il nous explique, voilà,
Bon, j'ai fait un chèque de 18 milliards, on m'a demandé un chèque de 18 millions. Ouais, pourquoi pas. Quelle importance. C'est comme le gars qui vient s'acheter une paire de chaussures à 100 €. Il y a un SDF qui vient lui demander une petite aide et il lui donne 10 centimes. 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes. 14 millions. Voilà. Bon, pour les journalistes, franchement, c'est pas très flatteur. Non. Alors, évidemment... Mais ils sont comparés à des mendiants, en fait. Ils sont comparés à des mendiants, ceux qui sont, puisque, effectivement... alors, c'est intéressant, parce que... Pourquoi c'est des mendiants ? Parce qu'ils ne vendent pas. Libération, ça n'a pas de lecteur. Donc, ils sont obligés de mendier à des mécènes, entre guillemets, puisqu'ils n'ont pas de lecteur, et les mécènes, ils achètent de l'influence. Voilà, c'est exactement quand M. Drahi dit « mais non, pas du tout ». Non, il a acheté de l'influence. Voilà, il a acheté de l'influence avec Libération et avec BFM aussi. S'explique d'ailleurs sur BFM. J'ai racheté BFM parce que je pensais qu'effectivement c'était une bonne affaire, qui était en cohérence avec mes métiers et qui me permettait de me développer davantage dans le monde rural. Comme je l'ai fait, j'ai commencé par cela avec Canal Coquelicot, parce qu'il y avait cette cohérence de développement régional au moment où on voulait fibrer la France. Croyez-moi, acheter des médias, ça n'a rien à voir avec une demande d'influence. Moi, j'ai 30 millions de clients chez SFR. J'ai la moitié de la France. Donc, je me promène dans la rue, tout le monde me connaît. Enfin, tout le monde connaît mon entreprise. Je n'ai pas besoin d'avoir une influence sur quoi que ce soit. À la commande publique, je n'ai pas de commande publique. Aucune commande publique. Alors, c'est pareil pour BFM, il nous explique non, c'est pas du tout l'influence. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. Bon, sauf que quand il y a eu la question du rachat de SFR. Par Altis, du coup, ouais. Par Altis. Il fallait, parce qu'au départ, M. Montebourg, qui était aux affaires économiques et industrielles avant M. Macron, était opposé. Et donc, il avait pris des dispositions qui rendaient ce type d'achat difficile, voire impossible. Et il fallait une autorisation, en tout cas, du gouvernement. Et il me semble qu'il était particulièrement opposé à Altis, puisque c'est un groupe qui fonctionne qui s'autofinance par un gros endettement. Et donc c'était le groupe le plus endetté, et donc peut-être la reprise la plus risquée, alors qu'il y avait, par exemple, il me semble que c'était Bernard Arnault qui s'était positionné aussi pour récupérer SFR. Voilà. Alors, il se trouve que Macron a signé la décision qui a permis à Altis d'acquérir SFR. Et évidemment, ce qu'on pense être la contrepartie, c'est le soutien de la presse de ce groupe-là. C'est-à-dire BFM, donc c'était Libération, BFM, ce qui va avec RMC, l'Express aussi. l'Express, Libération. Tout ça a roulé très gentiment pour Macron lors de l'élection présidentielle de 2017. D'ailleurs, c'est une affaire qui a été abordée, évoquée, lors de l'élection présidentielle de 2017, il y a eu deux sujets sur lesquels Macron était susceptible d'être mis en difficulté, qui étaient l'affaire Alstom, la vente de joyaux industriels à General Electric, l'américain General Electric, et la vente dans des conditions tout de même étranges, le rachat de SFR par Altis, là aussi étrange. Bon, il se trouve que ça a même été abordé, figurez-vous, dans le débat de deuxième tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Au début du débat, il me semble d'ailleurs, c'était un des premiers sujets abordés. Malheureusement, Marine Le Pen s'est trompée de dossier et a confondu Alstom et SFR Alstom et SFR et Altis, et donc Macron est pu passer entre les gouttes. Mais enfin, bon, et là, vous voyez, dans l'audition au Sénat, même s'il est un peu plus poussé dans ses retranchements par le sénateur Assouline, il nous resserre quand même sa légende dorée du gentil mécène. Il fait ça par charité, il n'y a pas de question d'influence. Mais c'est peut-être ce qu'on peut aussi reprocher à Bolloré, dont on avait parlé la dernière fois, c'est que tous ces milliardaires, quand ils sont auditionnés, ils expliquent que c'est pas du tout une question d'influence, cette concentration des médias. C'est soit économique, c'est ce qu'avait expliqué Bolloré, soit pour faire plaisir à mes parents, profs de maths qui votaient à gauche, comme le disait Drahi, quoi. Il y a...
on sent quand même une certaine hypocrisie dans leurs réponses, et puis on le répète, en fait, cette audition, elle n'a pas de répercussion pénale. En fait, c'est pas leur procès qui est fait, ils sont interrogés, ils ont accepté de répondre aux questions du rapporteur Assouline. C'est intéressant d'ailleurs cette audition, puisqu'en fait, en gros, il y a 10 milliardaires qui contrôlent les médias français, donc c'est intéressant, par hasard. Bon, c'est intéressant de les interroger. Bon, c'était sans doute plus pugnace contre Bolloré, parce que Bolloré, lui, il est quand même... c'est quand même le seul conservateur. Il est politiquement correct, voilà, moins politiquement correct que les autres, il est nettement plus conservateur, ça c'est clair, oui. Mais alors, ceci étant, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que quand vous orientez un média dans le sens conservateur, vous allez dans un sens économique. Porteur. Oui. Donc, Bolloré, quand il dit je fais ça parce qu'on peut gagner de l'argent, à partir du moment où il permet à ces médias d'être en phase avec leurs lecteurs, leurs auditeurs, leurs spectateurs, c'est pas faux. Tandis que quand vous faites des médias politiquement corrects, là, c'est uniquement de l'influence. Alors, petit message peut-être à passer à Delphine Ernotte, qui, elle... a provoqué des trous sans fond dans les finances de France Télévisions, comme quoi le pluralisme, ça peut éventuellement rapporter, il faudrait se pencher sur la question. Oui, absolument. Peut-être, Madame Ernotte. Bon, en tout cas, je vous remercie, Jean-Yves, pour cette émission. Merci à tous d'avoir assisté à cette émission jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'aimer, la commenter, la partager et surtout à vous abonner à notre chaîne. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un autre immédiat. À la semaine prochaine.